Audio Jungle. Bonjour à tous, merci d'avoir été là depuis le début de cette semaine et c'est avec un grand plaisir, une gratitude immense que nous refermons cette semaine ensemble. Et oui, c'est déjà fini, Marco, bonjour. Bonjour Nessie, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 mai 2018. Nous sommes ensemble. Ah bah oui, hein? Oui, c'est vrai. 18 mai 2018. 18 mai 2018, c'est une affaire de 18 aujourd'hui. Vous avez eu 18 ans cette semaine, 18 mai 2018. On est très heureux d'être en votre compagnie avec Soro. Félicité à la manette et tout le monde est prêt, tout l'équipage est prêt pour vous envoyer maintenant en Norvège. Bienvenue à Matin Bonheur. Feelings for you. Eh oui, Marco, hier, c'était la fête du côté de la Norvège. Un très beau pays qui a célébré sa fête d'indépendance hier. Donc, depuis le 17 mai 1814, la Norvège est indépendante, Marco. Ah oui, c'est un très beau pays. Vraiment, le paysage, le feeling. Il fait froid, c'est vrai, il fait beaucoup froid. Mais bon, c'est l'un des pays préférés de notre opérateur de prise de vue, M. Bonfils, qui aime beaucoup ce pays-là. Voilà, qui a l'habitude de passer ses vacances dans des endroits froids. Donc, je pense que pour ses vacances d'été, M. Bonfils va faire en sorte peut-être d'aller en Norvège. Mais je rappelle qu'il s'agit de Norvège. C'est un bar du côté de Marcory. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes à Matin Bonheur. Nous sommes à Matin Bonheur. Et c'est la famille qui vous accueille ce matin. Alors, aujourd'hui, c'est le 18 mai. Nous célébrons les Eric Marco. Ouh, gros coucou déjà à Eric Sekongo, hein, un confrère de la radio-diffusion-télévision ivoirienne. Le joueur de basket, le basketteur, avec toute sa famille. Ouais. Il a une belle grande taille. Très jolie famille. Oui, belle famille. Eric Sekongo, on le salue, le frangin. Je salue également mon grand frère, Eric Ndri. Alors, Eric du Germanie. Eric Atti aussi. Eric Atti, quelqu'un qui fait beaucoup dans le monde du Zouglou. Et puis, il y a qui hein? Il y a beaucoup d'Erickson le Zoulou. Pardon? Ah oui, il y a Eric Ngrouman, oui, qui est dans l'équipe de Matin Bonheur également au niveau du son. Voilà, on le salue et puis on lui souhaite une très bonne fête. C'est quelqu'un de bien aussi. Rien à voir avec celui qui a la caméra numéro 2. Pardon? Eric Ba, un animateur radio. Eric Ba. Alors, Eric, prénom de comme quoi, il y a beaucoup d'Eric quand même. Hein? Un nom très populaire, mais très prisé aussi. Alors, Nessie m'a dit, au moins on est tombé sur un prénom glamour. Donc, ça veut dire que les autres prénoms, là, vous ne les aimez pas. J'avais dit ça. Si. Les autres prénoms... on va passer l'enregistrement? Non. Vous aimez Eric? Ce prénom est très prisé par les filles. Mais pourquoi vous dites que Eric est glamour? Vous avez un Eric qui vous a marqué positivement?
Oui, il est Eric. Tous les Eric m'ont marqué positivement. Ah bon? Bah oui. Vos yeux brillent quand vous parlez de ça. Ils sont très gentils, les Eric. Ils sont très gentils, Oui. quoi. Les Erika aussi, elles sont très gentilles. On ne parle pas des filles, on dit les Eric qui vous ont marqué. Ils sont... Eric et Erika Marco. Quel est l'Eric le Eric qui vous a le plus marqué? Bien sûr, mon grand frère, Eric Ndri. Oui. Eric, c'est Congo aussi, qui est très, très gentil, un grand frère. Mais moi aussi, j'ai un Voilà. prénom qui s'appelle Eric. Hein, peut-être C'est qui ça? peut-être je m'appelle Eric aussi. Ah bon? Alors, les Eric sont des amoureux de la vie. Et ça se voit. Hein, quand on regarde les photos d'Eric Sekongo, oui, effectivement. Ils sont amoureux de la vie, impatients, mais souvent impulsifs aussi. Francs, ils ont pour habitude d'exprimer leurs sentiments, parfois avec fougue et passion. Ils n'exigent pas des femmes dont ils tombent amoureux qu'elles soient fidèles. Ah bon? Ça, par contre, c'est pas Bon. totalement vrai. Enfin, on va laisser ça, on va philosopher dessus. Pendant ce temps, il y a la gym, allez-y. Ils ne sont pas fidèles, franchement. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette dernière de la semaine. Aujourd'hui, je vous propose de travailler encore une fois le dos avec un manche à balai et un tapis. Donc, on part directement pour le premier exercice. Allez, on va s'allonger. On prend le manche à balai, on tend les bras loin devant, on tend les jambes décollées du sol, d'accord? Et on ramène le manche à balai sur la poitrine là, et puis on revient. On va faire 10, 2 fois. Allez, 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se relève, Flora. 7, voilà. 8, 9 et 10. Super. Alors, lorsque vous faites ce mouvement, pour aller bien haut, il faudrait contracter le fessier et contracter aussi les abdominaux. Allez, on repart encore. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle un peu. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. On respire un peu. Prochain exercice, on va remonter sur les côtés avec le manche à balai qui va faire des va-et-vient. On va essayer de toucher pratiquement le pectoral gauche ou le côté de la poitrine. Côté gauche et ensuite côté droit. Allez, on repart. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle un peu. Courage, 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 merci. Allez, on s'allonge totalement. Le front touche un peu le sol pour souffler. Et puis on repart. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle encore un peu. On met le front au sol tranquillement. Super. Allez, on va se relever là. On se met sur les talons et on tend les bras bien loin devant. Allez, on tire. On garde cette position environ 20 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, détendez-vous, respirez, 7, 8, 9, ok, regardez, on va s'appuyer sur les mains, on va descendre le bas du dos là, et on regarde le plafond, allez tout doucement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, c'est bien les filles, 5, 6, 7, 8, 9, ok, cette fois-ci, on va faire rentrer le bras droit là, allez on tire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. On part de l'autre côté. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ok, super. On va terminer en se mettant sur le dos. Là. On va mettre les mains à plat au sol. On tend la jambe gauche. On décolle la jambe droite. Et on part à l'opposé. On regarde de l'autre côté. On regarde la main droite pendant que la jambe droite passe au-dessus de la gauche. Allez, on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on fait pareil. La jambe gauche fait un angle droit. On passe par-dessus. On regarde de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on se lève par le côté. Voilà. Alors, laissez Marco, on vous donne rendez-vous du côté de la gym ici, au moins pour que vous puissiez faire un peu de sport avec nous. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci, chers téléspectateurs. Restez sur RTI 1. Lundi, il sera en compagnie de coach Fabio. Allez, ciao. Ouais, nous vous promettons, hein, coach Fabio, que nous allons venir. Nessie et moi, on va venir, on va tâter le coin, faire des mouvements que personne n'a fait jusque-là. Se suspendre, ça dit, franchement, on va montrer ce jour-là que... Oui, on va tout faire, on va tout faire ce jour-là. Nessie, surtout la souplesse légendaire de Nessie. Tout à l'heure, quand les images passaient, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, je dis ça permet de se détendre véritablement. Le dernier mouvement que le coach a exécuté avec les deux jeunes dames, franchement, Marco, ça permet véritablement de détendre le dos. Et ça fait plaisir. Essayez, vous allez voir. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé, qui a dit que c'est la position épervier. Voilà, c'est quelqu'un qui a dit ça. C'est comment ça? Bon fils. Non, c'est pas bon fils. C'est pas bon fils. C'est Adélaïde, hein, qui dit que... Je ne sais pas de quoi elle Mais parle. Adélaïde, Marco, vous savez, maîtrise beaucoup de mouvements, Marco. Oui, surtout le mouvement de la caméra. Vous pouvez parler de mouvement de la caméra. Pas que ça. Quand on parle de gym, effectivement, pratiquement tous les mouvements que les coachs nous montrent, elle maîtrise ces mouvements-là. Et puis elle a toujours un commentaire sur les mouvements qu'on a. Là, par exemple, elle parlait d'épervier. Bon, elle nous expliquera après un jour. C'est le côté épervier dedans. Mais enfin, bref, aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la journée internationale des musées. Voilà, c'est un événement organisé par le Conseil international des musées, ICOM, qui a lieu tous les ans autour du 18 mai. Chaque année, l'événement met en valeur un thème particulier au cœur des préoccupations de la communauté muséale internationale. Par conséquent, la Journée internationale des musées œuvre pour sensibiliser le grand public sur les enjeux actuels des musées dans le développement de la société à l'échelle internationale. Il y a un musée à Abidjan. Hein. Ah oui. De temps en temps, il faut y envoyer les enfants et même les grands. C'est bien, ça change un peu des autres invitations, c'est assez original. Et puis on découvre, ma foi, énormément de choses. Les musées, les bibliothèques également, Marco. Il faut visiter nos bibliothèques et surtout qu'il y a le Salon du Livre en ce moment à Abidjan depuis le 18, depuis le 16. Voilà, et ce salon-là refermera ses portes le 20 mai. On en parlera tout à l'heure, dans la dernière partie. Thématique. Dans la thématique. On n'oublie pas, Marco, aujourd'hui, il y a des anniversaires à célébrer, notamment celui de Yannick Noah, joueur de tennis et chanteur français. Yannick Noah, joueur de tennis, grand joueur de tennis français, emblématique, capitaine donc, de l'équipe de Coupe Davis, masculine et féminine, je ne sais pas, en tout cas vraiment multiple casquettes, c'est un homme charismatique. Unique vainqueur français depuis plus de 30 ans à Roland-Garros. On se souvient encore une fois de son saut et de son accolade avec son père, Zachary Noah, lors de cette victoire qui est restée légendaire. Depuis, aucun gagnant donc, de Roland-Garros. Donc là, franchement, ça commence à dater. Et puis également, c'est l'anniversaire de monsieur en Côte d'Ivoire ici. Un homme politique, Zié Daouda Koulibaly, Pays-Oué-Lénian, voilà, député de Yopougon et délégué départemental du PDCI RDA. Voilà, et puis c'est l'anniversaire aussi de Mme Bernadette Chirac, voilà, épouse de l'ex-président français, donc Jacques Chirac. Et puis, on ne le dira jamais assez. C'est une grande date, le 18 mai, parce que c'est ce jour-là qui a vu naître le pape Saint Jean-Paul II, Karol Wojtyła, à l'état civil. Voilà. 18 mai 1920. Et il nous a quitté, Marco, le 2 avril 2005. On se souvient de sa date d'anniversaire, Marco. Et Marco, ici, on faisait un tour du côté de la route.
La route, mais si on mangeait avant. On mange avant? On Bah, mange. super, c'est normal, on mange avant de On prendre la mange route. et on prend la route. On y Bah, va, ce qui est normal. petit-déj, c'est parti. Qui sont dans le jeûne, mais bon, ça peut vous donner des idées pour demain ou bien pour ce Pour soir. la rupture du Pour soir. la rupture du soir. Allez, Marco, le premier Oh là là plat là que là nous là recevons. là. Ça, c'est Ouh là igname, là. oui. Oh là là Et pas là là. n'importe quel igname, Marco, ça c'est le non, le meilleur. Toutes mes excuses officielles à La tous meilleure les, variété à tous d'igname. les collègues musulmans dans ce studio. Franchement, désolé. Non, mais là, ça Mais va, ils sont c'est le rassasiés, ils ont producteur, très ça- bien mangé Ça fait le partie matin. de l'émission, on est obligé de passer. Sinon, si c'était nous-mêmes, si c'était nous seuls, on allait laisser. Mais Marco, ce matin, ça va. Ils ont très bien mangé. Depuis 4 h du matin, ils sont D'accord. debout. Donc, ça peut aller pour moi. Bah, ça peut aller. Alors, poisson, ça Oula, c'est... ça, c'est un petit déj. haché. Sinon, on m'avait dit que c'était du poisson, mais ça, franchement, ça n'a rien à voir avec le poisson. Absolument rien à voir. Comme quoi, la personne qui Ah t'a oui. donné l'information Non, a on a envie dit, de on manger a du dit poisson. croissant, c'est moi qui m'en ai entendu. Ah, d'accord, En fait, c'est parce que croissant. j'avais tellement faim. Là, on a... Oui, il y a... non, on a De la du choix. viennoiserie, hein, La viennoiserie. avec du thé. Du thé sur le côté. Et ça doit être du jus de pomme, Marco. Pardon? sur le côté. Ça doit être du jus de pomme dans Du le jus de verre. pomme, Oui, des œufs au plat. Vous avez travaillé dans l'hôtellerie, vous le connaissez? Enfin, ouais, oui, diététique. Ouais, savez. vous avez l'habitude de côtoyer et de manger seul, c'est pour ça. Merci beaucoup à vous. C'est un grand plaisir d'être en notre compagnie, d'être avec vous. On va prendre le permis, les pièces du véhicule à jour et on va aller sur les routes. Et la première route que nous allons prendre, Marco, c'est le boulevard Lagunaire, qui est tranquille, les voitures continuent leur balai. Voilà, la route n'est pas encore engorgée, Le matin, le jour est encore jeune. Donc, très jeune. Allez, si on allait du côté de Trèche, c'est à quelques minutes seulement de l'endroit qu'on vient d'avoir maintenant. Trècheville se réveille aussi dans la sérénité. La commune Zassa se réveille. Et là, on peut faire un pique-nique. On peut faire un pique-nique même de 10 minutes. Avec les gros camions, Marco. Enfin, oui, et puis j'espère qu'ils respectent le feu, parce que ça, c'est une histoire aussi, les gros camions. Bah ouais. Le troisième pont, est-ce que ça échange? Est-ce qu'on a les échanges? Bon, personne ne va Timidement. payer. Ouais. Timidement. Alors, c'est l'échangeur. à quelle heure que ça commence à être engorgé? À partir de 7 7h, heures, 8h, ouais, 7h30, 8h. À partir de ce moment-là, tout le monde prend d'assaut le troisième pont, mais à 7h de la journée, ça va. Ça va. Alors, ça ne va pas faire plaisir, ou du moins, ça va encore peut-être frustrer, mais bon, je sais qu'ils sont fair-play, ceux qui sont dans la période du jeûne diététique maintenant. Et oui, chaque semaine, mesdames et messieurs, elle a un rôle assez méchant, mauvais et ingrat. C'est d'aller manger sans ses collègues. Et tenez-vous bien, quand il y a le tournage, elle ne nous dit rien, elle s'en va seule. Et quand elle revient, franchement... Elle est rassasiée. Elle est rassasiée et surtout. puis elle nous nargue. Aujourd'hui, sauce mérou au foufou. Marco, C'est-à-dire, c'était trop bon. ce que j'aime là, elle allait faire sans Trop moi. bon. Bon, oui. À tel point même que notre opérateur de prise de vue qui est chargé de la grue même en paix ses mouvements. sauce mérou au foufou, c'est le clin d'œil diététique de ce vendredi sur RTI1 à Matin Bonheur. De la sauce claire avec à l'intérieur du mérou et du brochet, avec comme accompagnement du foufou. Telle est la recette que votre cuisine diététique vous propose aujourd'hui. Et celle qui s'y colle, c'est bien sûr Mademoiselle Kakou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans votre cuisine. Oui, Vous êtes habituée. bien sûr. Alors aujourd'hui, vous nous proposez un plat assez atypique. Mais vous avez décidé de nous montrer une autre façon de la faire, mais à la façon diététique. Oui, oui. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cette recette? Il nous faut poisson broché, fumé, broché, mérou fumé et mérou frais, du gombo frais et puis de l'oignon, du piment, pâte et puis de yakbi, piment frais, huile rouge, la tomate, pâte, du sel et piment poudre. Ok, donc la première étape, c'est quoi? Je vais passer à la préparation. On va passer à la préparation. Je commence par de l'huile rouge. Pourquoi le choix de ces poissons-là, le mérou? Le mérou avec du brochet, c'est un poisson très riche et puis vraiment, c'est très bon à manger. D'accord, donc en fait, votre choix, c'est celui-là. Ouais. Pourquoi frais et sec? Ça donne un goût particulier à la sauce. D'accord. Et je mets la tomate pâte.
l'oignon. Ensuite, Le piment. le piment. Mais avec le gombo, ça va tirer. Non, non. On va pas avoir du tout. l'impression que Non, non. qu'on a affaire à la sauce gombo. Non, non. Non. Puis je mets du piment poudre. Je peux avoir un peu d'eau. C'est bon? Ça ajoute encore. Ok. Je vais fermer la sauce. Je vais attendre un peu, juste un peu pour mettre le poisson dans Combien la de sauce. temps à peu près? 2 à 3 minutes. D'accord. Il faut dire que le foufou aussi, on a pris la peine de le faire. De le faire. Donc là, on va juste expliquer comment on fait Expliquer le comment foufou. faire le foufou. Vous, comment vous faites votre foufou? Moi, pour le foufou, quand j'épluche la banane, je mets dans la casserole. Je fais bouillir, je mets au feu, je fais bouillir un peu de sel, un peu d'huile rouge. Et puis bon, je laisse à cuisson. À la cuisson, et puis maintenant, quand c'est prêt, je décharge. Et puis maintenant, je fais écraser. On le fait froid, on écrase froid ou Non, chaud? ne garde pas froid, chaud. Là, quand c'est chaud, c'est bien écrasé. Quand ça se refroidit, tu ne peux pas écraser, ça devient du foutou. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Ok. Donc là, on sait va à peu près passer- comment faire notre foufou là. On va rajouter les poissons. On va maintenant rajouter le poisson frais. Voilà, donc là, la sauce est prête. Hein? Mais il y a d'autres choses à rajouter. Il reste à cuire. C'est quoi de la cuisine. Les ingrédients qu'on a déjà, ça permet d'assaisonner notre Il repas. reste le sel. Le sel. Tout simplement, on assaisonne avec le sel. Oui, oui. Donc là, on va attendre combien de temps avant de rajouter le sel? On va donner un peu, on va bien mijoter d'abord. 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. 5 minutes. D'accord. Ben là, je crois que c'est prêt. C'est prêt. Oh. C'est du bon. C'est du bon. D'accord. Donc, on va passer On va au passer service. au service. Ça sent très, très bon. Voilà, maintenant que notre repas est prêt, on va passer à mon mot préféré, la dégustation. Prendre un morceau. Merci beaucoup. Ça, c'est sûr que mon appétit sera bon. Bon. Déjà simple, ça passe, hein, vous avez raison. Absolument délicieux. Oh là là. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Mais ça passe. C'est à cause de l'huile rouge qu'on met du piment pour ne pas avoir... Que ça reste dans la gorge, pour éviter qu'on ait la nausée. Voilà. Ça pique un peu, hein, mais c'est délicieux. Oh là là, c'est délicieux. Recette à reprendre à la maison. Recette à reprendre à la maison. Mais c'est un plat qu'on ne mangera pas tous les jours. Pas tous les jours. Qu'on ne mangera pas tous les jours, au moins pendant les périodes festives. On peut se permettre d'aller à fond. Voilà. D'accord. Mais bon, nous, on a terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci On beaucoup. va vous retrouver Ouais, avec ouais. une autre recette. C'est notre recette. La prochaine fois, vous me proposez quoi? Bon, on va laisser. Ouais, On ouais. va laisser les téléspectateurs dans le suspense. Ouais. De toutes les façons, nous, on a des choses à finir ici. Au revoir. Ok, merci. Vraiment, je m'excuse. Non, je sais parle que c'est plus. votre plat préféré. Je ne parle plus. Je promets, je vais reprendre la recette chez vous, pour vous, spécifiquement, spécialement. S'il vous plaît, je vais demander
à Miss Govoy, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire, de lui demander pardon pour moi. Ah, qui c'est Miss Govoy? Ah, ma Votre soeur. petite sœur, Ah oui, oui. joyeux anniversaire. C'est les avantages du métier. Donc, il faut dire oui. Joyeux anniversaire, Rosine, je t'aime, je t'embrasse. Gros bisous, Rosine. Oui, Hein, Rosine demande Govoy, pardon oui, à oui. Marco pour moi. Voilà, Dis-lui ouais. que je reprends, je Je suis promets plus de fâché. reprendre le plat Quand chez j'entends le lui. nom de la famille, comme ça, je suis plus fâché. Alors, la suite, Nessie, en attendant le plat, on va parler lobby maintenant. Les Effectivement, lobbies. on va Qui sont parler les lobbies? lobby. D'où viennent-ils? Quel est le trait de caractère? Comment ils se marient? Comment ça se passe au niveau stratification de la société? On n'a pas de jingle tellement on veut vraiment avoir toutes les informations. On va directement avec le professeur Iensier, donc que nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau. Il est maître de conférence donc à l'université de Cocody. Vous êtes ethnologue, c'est cela? Ethnomusicologue. Ethnomusicologue, wow. C'est quoi ethnomusicologue? C'est une branche de la musicologie qui étudie les musiques des traditions orales. D'accord. Et donc ça tombe bien, aujourd'hui on va parler entre autres de la musique lobby. Qui sont les lobbies? Les lobbies sont un peuple qui, selon l'histoire récente, serait venu du Ghana pour se retrouver au Burkina Faso et du Burkina Faso aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc on dirait grosso modo que les lobbies occupent aujourd'hui un espace sur les trois républiques, le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les lobbies sont situés dans la région de Bonkani. Bouna. Bouna, enfin, on peut les citer? Il y a... Oui, Bouna, Teini, Doropo et une partie en Océan. Toute cette zone, il y a des lobbies. D'accord. Alors, une partie des lobbies vient du Ghana, mais ils ne sont pas à Caen. Ils ne sont pas à Caen du tout. Ils n'ont même pas gardé de tradition à Caen. Non, peut-être qu'au niveau du langage, il y a certains mots qui sont empruntés des Akans, notamment des Ashantis. Sinon, au niveau de la tradition, les lobbies restent vraiment dans leur tradition pure et dure. Donc, comment est organisée la société alors? Une société connue communément comme une société acéphale, c'est-à-dire où il n'y a pas de chef ou de roi au sens Akan du terme, mais qui a une organisation très rigide. Une organisation très rigide. On a oublié même de vous dire bonjour, même en... C'est vrai, mais bonjour aussi. Sifore. Sifore. Voilà, Sifore. J'ai bien prononcé? Oui, Sifore. Sifore. Voilà. Sifore, c'est dire bonjour. Hein. Bonjour. Voilà. Qu'on soit un homme, une femme, ça Sifore. passe partout. Voilà. D'accord. On peut préciser peut-être pour Mesdames dire... et messieurs, Sifore. Voilà, Sifore. Et quand on dit à mesdames et messieurs bonjour, c'est comment? Bon, mi forne fort. Ah, d'accord. Mi forne fort. Maintenant, si on veut spécifier, Kera, Kona, Nabisana, mi forne fort. C'est le haut niveau, ça. C'est le haut niveau. On continue. Voilà, donc je disais que la société lobby est connue comme une société acéphale, c'est-à-dire où il n'y a pas de structure qui régisse ça au sens propre des Akans, comme c'est le cas sur les Akans, où certaines communautés connues pour avoir un chef ou un roi, mais la structure de gestion de lobby est très très rigide et il faut certainement être à l'intérieur pour mieux la comprendre. Voilà. Donc je dirais que, bien qu'acéphale, la société lobby repose sur une organisation à partir de laquelle on voit en premier lieu la famille. Après la famille, il faut voir la terre. Après la terre, il faut voir, j'allais dire, les esprits ou les tutelles, qui en réalité sont le canal ou les canaux qui nous permettent d'aller vers Tangba, qui est notre Dieu suprême. Tangba. Donc, comment les décisions sont prises alors dans les villages? Bien, les décisions sont prises dans le village, notamment à partir des conseils de famille, puisque les villages sont organisés autour des chefs de famille. Et donc, quelles sont les grandes familles lobby? Les grandes familles lobby, on dirait en termes de clan, il y a la famille Kambou. D'accord. Il y a la famille Hien, ou le clan Hien. Bien. Il y a les Da, D-A-H ou D-H tout simplement. Et puis les palais. Les palais. Les palais. Donc, et il y a des dérivés dans Kambou. Il y a des dérivés, il y a des Kambou, dérivés. ça peut donner Kambiré, par exemple. Kambou peut donner Kambiré. Voilà. Et puis, il y a vraiment une centaine de dérivés hein, par matrice clan, comme on le dit. Et donc, si je dois les énumérer, on ne pourra même pas finir avant que l'émission ne finisse. Voilà. Donc, pour dire que dans un village lobby, quand les décisions doivent être prises, c'est vraiment le conseil des chefs, plus le propriétaire terrien, qui est logiquement est celui-là qui a créé, qui est le fondateur du village, qui se réunissent pour décider de ce qu'il y a à tenir comme information ou à donner comme information ou à pratiquer comme mesure. Voilà. Donc, vous avez parlé de matriclan. Oui, matriclan qui est
Vous savez que nous sommes dans une société matrilinéaire, comme on le dit, c'est-à-dire que toutes les actions que l'on mène, les actions essentielles de lobby, tournent autour de l'existence de la femme, donc de la mère, et donc de ses génitures. De sorte que c'est du côté de la mère, donc le matriclant, que l'héritage se fait, par exemple. Voilà. Et c'est très important chez nous, parce que tout le monde pense que la société lobby est une société matrilinéaire, c'est vrai, mais à côté, il y a aussi l'aspect patrilinéaire qui est très important, ce qu'il faut retenir. Si l'aspect matrilinéaire s'occupe de tout ce qui est social, l'aspect patrilinéaire, j'allais dire, se consacre beaucoup plus à tout ce qui est lié au sacré. Au sacré. Et donc, beaucoup plus du côté du père. Mais quand je dis du sacré, par exemple, l'initiation se fera à partir du clan du père. Et l'initiation en pays lobby dure 3 mois. Dure 3 mois. L'initiation dure 3 mois. Ça s'appelle le Djoro. D-J-O-R-O, le Djoro, qui dure 3 mois effectivement. Et ça se fait à la lisière d'un fleuve qu'on appelle la Volta Noire, qui se situe justement du côté du Burkina Faso aujourd'hui. C'est le lieu, j'allais dire... Haute-Volta. Haute-Volta à l'époque. C'est le lieu où les lobbies, dans leur traversée, se sont retrouvés rassemblés avant certainement de... Avant d'émigrer. Merci beaucoup, professeur Iensié. C'est un plaisir de discuter avec vous de ce vaillant et dynamique peuple lobby. On va continuer la conversation avec vous. Juste après ce moment cardinal également de notre programme, c'est le journal, la première édition, donc présentée par Hamza Diaby. Population de Côte d'Ivoire, les services météorologiques annoncent de grandes pluies sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité invite les populations à prendre toutes les dispositions pour libérer les bassins orageux, les canaux d'évacuation et toutes les zones à risque afin de préserver leur vie. Ceci est un message de l'Office national de la protection civile. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. En matinée, l'instabilité en mer favorisera des passages de nuages denses, accompagnés de pluies localisées sur le littoral. Ailleurs, on observera une alternance nuages-soleil, avec tout de même des risques de pluie à l'ouest. Les températures prévues pour cette matinée, Abidjan, Adiaké, Bondoko afficheront 25 degrés, Bouaké 24 degrés, Daloa, Dimbokro 25 degrés, Gagnoa 24 degrés, Korogo 25 degrés, Mont 23 degrés, Odiéné 25 degrés, San Pedro 25 degrés, Sassandra 25 degrés ainsi que Tabou et enfin Yamoussoukro 24 degrés. L'après-midi, malgré des intrusions du soleil, on observera un temps nuageux au sud du pays avec des pluies par endroits. En fin de période, les régions du nord, de l'est, du centre et de l'ouest pourraient être intéressées par des nuages denses pouvant occasionner des pluies par endroits. Les températures prévues pour cet après-midi, 31 degrés à Abidjan, Adiaké, Bondoukou, 33 degrés, Bouaké 33 degrés, Daloa 33 degrés, 35 degrés à Dimbokro, Gagnoa 33 degrés, Korogo 34 degrés, Mont 31 degrés, Odiéné 35 degrés, San Pedro 30 degrés, Sassandra 30 degrés, Tabou 30 degrés et enfin Yamoussoukro 34 degrés. MTN, everywhere you go.
Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où le président Alassane Ouattara a présidé hier jeudi un conseil présidentiel consacré à la politique forestière dans notre pays. Et cette réunion qui a vu la participation du vice-président de la République et du Premier ministre avait pour objectif de faire l'état des lieux du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Pour lutter contre les inondations, un plan de 530 milliards de francs CFA a été validé par le gouvernement. Au même moment, les maires du district d'Abidjan sont mis en mission. Le comité interministériel mis en place pour faire face aux problèmes pendant la saison des pluies a rencontré l'ensemble des maires du district d'Abidjan pour identifier les zones à risque afin de déguerpir les populations. Abou Sanogo. Le gouvernement engagé à faire face aux catastrophes nées des pluies diluviennes. Une séance de travail au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité entre le comité interministériel, les structures opérationnelles impliquées dans la gestion des catastrophes, de la protection civile et des sinistres, élargie aux maires de communes du district d'Abidjan. Le sens de cette rencontre demandait l'engagement des maires devant les situations de catastrophes. Plusieurs mesures sont annoncées par le gouvernement pour épargner des vies humaines et limiter les dégâts. Dans chaque commune aujourd'hui, au moins une formation sanitaire est prévue pour pouvoir accueillir, n'est-ce pas, en cas de besoin, et toute personne étant, n'est-ce pas, dans une situation de détresse de par les questions de catastrophes liées à cette saison des pluies. Le ministère de la promotion des jeunes également va, en relation avec les services socio-culturels des différentes mairies, désigner des points focaux dans chacune des communes. Ces points focaux vont coordonner les activités des bénévoles. Il est demandé aux maires, dans chacune de leurs communes, à titre préventif, de déjà identifier des bâtiments qui pourraient éventuellement recevoir, n'est-ce pas, des personnes en détresse. Au niveau du district d'Abidjan, cela se fera en 2 étapes. Les services techniques des communes vont être mobilisés selon un schéma d'accompagnement que les maires et nous-mêmes allons préciser. Parce que pour anticiper sur ce genre de questions, il est important que dans tous les domaines de l'activité de la ville d'Abidjan, nous ayons une participation profonde. Anne Oulouto appelle au civisme et annonce des opérations grand ménage. Nous allons organiser des opérations spéciales pour que chacun, dans son environnement immédiat, s'assure que son caniveau n'est pas bouché. Pour que chacun collecte les pneus qu'on retrouve dans les caniveaux. Les maires d'Abidjan s'engagent eux aussi à jouer pleinement leur partition. Le gouvernement a annoncé la mise en place progressive d'une police de l'environnement et d'une police de la construction et de l'urbanisme dans le cadre des mesures arrêtées pour faire face aux catastrophes liées aux pluies diluviennes. Reportage signé donc Abou Sanogo. 2,714 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies et le Japon viennent de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Ce fonds destiné à la sécurité humaine va permettre de renforcer les capacités de prévention des catastrophes pour améliorer la protection civile en Côte d'Ivoire. La signature de convention s'est faite hier jeudi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en présence bien sûr de notre reporter Abou Sanogo. Ces poignées de main pourraient être déterminantes pour la protection civile en Côte d'Ivoire. En signant cette convention, le programme des Nations Unies pour le développement et le Japon entendent se tenir aux côtés de la Côte d'Ivoire pour mieux répondre aux défis de la sécurité des populations et ceux de prévention des catastrophes telles que les inondations. Nous avons un programme de l'ordre de 5 millions de dollars qui sera donc destiné à renforcer les capacités de l'ONPC, à former les agents de l'ONPC, mais les agents également chargés de la protection civile. Alors tout ceci participe au programme de transition qui a été mis en place au lendemain de la fin de la mission de l'ONUCI, visant à accompagner le gouvernement pour relever certains défis liés donc, à la conservation de la paix. L'un des axes de notre coopération, de soutenir la Côte d'Ivoire pour le retour à une société stable et sécurisée. Avec cet appui, on peut soutenir
les ex-combattants qui sont actuellement pompiers civils, qui travaillent dans la ONPC. Oh, donc j'espère bien qu'ils pourront devenir les pompiers civils qualifiés. Avec les 2,7 milliards de francs CFA que va coûter le projet de renforcement de la protection civile, en plus de la promotion d'un nouveau corps de sapeurs-pompiers civils, ce sont 5 nouveaux centres de secours d'urgence qui vont être réhabilités, notamment dans les localités de Guiglo, de Grand Bassam, de Soubré, de Séguéla et de Dabou. Le gouvernement ivoirien, pour qui la sécurité des citoyens est une priorité, se réjouit du soutien de ses partenaires. Ce don viendra consolider justement les bases du dispositif de lutte contre les différentes catastrophes, y compris les inondations, et nous en sommes particulièrement heureux. Nous en profitons pour exprimer toute la reconnaissance du gouvernement ivoirien au gouvernement japonais, à l'ONU ainsi qu'au PNUD qui aide la Côte d'Ivoire, qui appuie la Côte d'Ivoire dans la recherche de financement pour ces différents projets de développement. L'exécution du projet dit de renforcement des capacités de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile en Côte d'Ivoire va débuter en juillet 2018 et va durer 3 ans. Il est financé par le Japon et le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Le terrorisme est en pleine expansion en Afrique et dans le monde. En 2017 seulement, 343 attentats ont été enregistrés sur le continent africain, causant la mort de 2600 personnes. Pour une lutte efficace contre ce fléau, il faut donc un plan d'action commun. La Commission nationale des droits de l'homme, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, a initié depuis hier, jeudi, et ce jusqu'à ce vendredi, un séminaire international sur le terrorisme. Cette rencontre qui a lieu ici même à Abidjan devra aboutir à des résolutions qui seront portées devant les décideurs. C'est ce que nous dit notre reporter Moussa Konaté. 343 attentats enregistrés en Afrique en 2017. Ces actes terroristes ont causé la mort de 2600 personnes. Face à ce triste tableau, l'implication des communautés régionales est souhaitée pour une lutte efficace contre le terrorisme. C'est tout le sens de ce séminaire international initié par la Commission nationale des droits de l'homme en partenariat avec la fondation allemande Konrad Adenauer. Aujourd'hui, l'acte posé par les terroristes met à mal la cohésion sociale, met en cause l'économie de nos différents pays. Il était important pour nous, dans cette dynamique, de régler ce problème en ouvrant le débat, en parlant, en échangeant. Parce qu'aujourd'hui, à l'analyse, tous les pays pris individuellement ne peuvent pas combattre le terrorisme. Et aujourd'hui, donc, il faut une solution régionale. Faire un diagnostic des facteurs favorisant le terrorisme. Identifier l'impact des actes terroristes sur l'économie des États. Quelques résultats attendus à cette rencontre qui seront portés devant les décideurs. Nous ne pouvons qu'être heureux de recevoir des propositions ou des projets de loi qui vont nous permettre encore une fois de conforter notre arsenal juridique sur le traitement de cette question. Ce cadre d'échange et de partage d'expériences sur la lutte contre le terrorisme en Afrique réunit des parlementaires, des experts, des organisations de la société civile de différents pays. Il se tient du 17 au 18 mai. La grande famille judiciaire s'est réunie hier jeudi au ministère des Affaires étrangères, au plateau, le temps de la toute première rentrée solennelle de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Cette rentrée solennelle a revêtu un caractère exceptionnel parce que, couplée avec l'audience officielle d'installation du premier président François Comoin. À ce rendez-vous, les juges consulaires ont donné des garanties aux opérateurs économiques quant au règlement des contentieux et autres litiges qui leur seront soumis. C'est l'enseigne Bakayoko qui y était pour RTI. C'est par ce serment professionnel qui recommande impartialité et intégrité que les nouveaux juges consulaires ont été admis à siéger à la première audience solennelle de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Cette nouvelle juridiction de second degré vient redynamiser l'organisation judiciaire en jugeant non pas les hommes mais les actes de commerce. En cela, elle rassure la communauté des affaires quant au règlement efficace des litiges commerciaux et économiques. Cela ne fait que créer davantage les conditions favorables justement au développement des affaires dans notre pays, dans un climat assuré, un climat de confiance. Après les réquisitions du procureur général Léonard Lebris,
et l'installation de nouveaux juges, le bâtonnier de l'ordre des avocats, comme l'impose la tradition, s'est également félicité de l'avènement de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Surtout que la sécurité juridique qu'elle doit incarner constitue la principale garantie pour les investissements dont la Côte d'Ivoire a grandement besoin. La survie de la justice et l'assurance de l'émergence en dépendent. Je dirais, vive donc la justice et vive le développement. Ces plaidoiries de l'avocat ont eu une résonance particulière auprès du premier président de la Cour d'appel de commerce. François Comouin, qui veut faire de sa juridiction un instrument de référence et de qualité au service du développement, a placé la Cour devant ses responsabilités. Vous aurez sans doute parfois l'impression de vivre sur une ligne de haute tension. Tant il vous sera demandé de travailler vite et bien. Exigence qui se marie mal, le risque existant que la diligence requise ne se transforme ou ne transforme la justice commerciale en justice expéditive. La Cour d'appel de commerce d'Abidjan comprend 5 chambres, dont 2 désormais fonctionnelles. Les 3 autres seront opérationnelles en cours d'exercice en fonction de l'accroissement du volume des contentieux en appel. Les Burundais ont voté jeudi lors d'un référendum contesté qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester aux affaires avec les pleins pouvoirs jusqu'en 2034. Un scrutin qui s'est déroulé globalement dans le calme et qui a connu une forte affluence selon la CENI et des témoins. Personne ne sait pour le moment quand les résultats seront proclamés, mais aucun suspense n'entoure un processus entaché de violence dans ce pays qui traverse déjà une crise née de la volonté du président de briguer un 3e mandat. Et puis, les États-Unis ont inscrit mercredi dernier le groupe État islamique dans le Grand Sahara sur leur liste noire des groupes terroristes. Le département d'État américain désigne son émir Abu Walid al-Sahraoui terroriste mondial. C'est ce groupe djihadiste qui, je le rappelle, a notamment revendiqué l'embuscade d'octobre 2017 dans laquelle 4 soldats américains des forces spéciales et 5 Nigériens avaient été tués au Niger. C'est la fin de ce journal, mais avant, sachez que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 21 mai 2018, lundi de Pentecôte, donc est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Hamza. Merci. Mais ce lundi férié, on travaille, hein? On est là ensemble. On travaille, toujours. Vous verrez un jour, la décoration va venir. Merci beaucoup. Très bonne journée. À vous, vous êtes sur Matin Bonheur donc, qui se poursuit dans quelques instants avec la culture lobby. On va parler un peu de tout ce qui fait partie intégrante de la culture lobby. On va parler des lobbies célèbres, on va parler donc des migrations, des grandes familles, des mariages, tout ça. Ce sera avec le professeur Ien Sié de l'UFR de Cocody. Hein. C'est ça, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Mais avant, Nessie, astuces et conseils. Aujourd'hui, comment enlever une tache d'encre sur un vêtement abracadabra? C'est ce que ça donne. Votre stylo fuit et laisse une grosse tache d'encre dans la poche de votre vêtement. Aujourd'hui, nous avons une astuce simple et facile qui vous aidera à retirer facilement ces taches sans salir davantage votre vêtement. Tout d'abord, tamponnez l'excès d'encre avec un papier essuie-tout. Ensuite, chauffez du lait pendant quelques secondes, juste le temps de le tiédir. Trempez le tissu taché dans le lait tiède pendant 5 minutes. Enfin, placez le tissu dans de l'eau froide et frottez la tache au savon, puis rincez. La tache n'aura plus raison sur votre vêtement. Waouh. C'est radical. Marco, vous l'avez dit, abracadabra. Est-ce qu'il y a des astuces comme ça chez les lobbies? Bien sûr qu'il y a des astuces chez les lobbies. Comme ça, si on veut faire partie d'une tâche, donc comment on fait au niveau d'une tâche quelconque ou bien une tâche comme celle-là, par exemple? Ça demeure secret pour le moment, je vais vous dévoiler ça. Chez les lobbies, on donne seulement la chemise et puis quand on revient, c'est propre. C'est propre, c'est fait. On a des pouvoirs particuliers. On a des pouvoirs particuliers. Quelle est la place justement de Dieu? Le lobby est musulman, animiste ou chrétien? Le lobby dont je parlerai ici est celui-là qui est... mystique. Pas mystique.
celui-là qui est traditionnel au sens propre du terme. Traditionnel. Et ce pouvoir-là, ça Donc acquiert sa religion... Pourquoi cette hésitation avant la Hésitation parce que nous sommes dans une société aujourd'hui très moderne. Et je sais que parmi nous, les lobbies, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont musulmans. Mais je sais que quand je parle de lobby, je parle du vrai lobby et c'est celui-là qui est animiste. Ah donc il y a de vrais lobbies et de faux lobbies? Bien sûr, je suis un faux lobby et je l'assure. Ah bon, pourquoi? Pourquoi vous êtes un Parce faux lobby? que ne vivons pas au village, ne vivons pas selon les codes qui régissent notre société, je peux me permettre de dire que je suis un faux lobby. Et surtout que vous n'avez pas fait votre initiation, le Dioro. C'est vrai que je n'ai pas encore fait l'initiation de Dioro, et donc vous comprenez pourquoi je dis que je suis un faux lobby. C'est contraignant également, 3 mois. C'est vrai que c'est contraignant. C'est contraignant, mais comme tenant le fait que ceux qui vont là-bas pour l'initiation sont quand même dans une situation de réclusion où ils bénéficient de tout ce qu'il faut comme environnement pour faire leur initiation. Derrière eux, ils sont bien remplacés au niveau des activités. Donc je pense que logiquement, ils doivent se soumettre à cela. C'est une formation militaire. Et quand on y va, on revient avec tout ce qu'il faut comme attribut. Donc c'est normal que ça soit contraignant. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme attribut quand on ressort du Dioro? Bien, quand on ressort du Dioro... il n'y est jamais allé. Mais je vais vous dire, je ne vais pas aller dans ce qui n'est pas disciple ici. Mais je vais vous dire simplement que quand on vient de là-bas, on revient de là-bas, on devient adulte au sens propre du terme. Et quand on est adulte au sens propre du terme, ça veut dire que on a quand même un droit à la parole à certaines occasions, à certaines assemblées. Au niveau de certains rites traditionnels, on a quand même droit à la parole et on peut observer des rites. On peut bénéficier d'un certain nombre de rites qu'on ne confère pas aux non-initiés, par exemple, notamment au niveau de la musique. Voilà, notamment au niveau de la musique, au niveau de la danse, il y a des genres musicaux qui sont essentiellement destinés à ceux qui ont été initiés. Et aussi, l'avantage qu'il y a à être initié, c'est d'abord ce langage exoterique qu'on apprend là-bas, qui vous permet donc d'avoir un autre niveau de langue que vous n'avez pas en communauté. Parlant de musique, il y a également un instrument qui est très très prisé, le balafon des lobbies qui est appelé le yolombo. Le yolombo. Le yolombo. Y-O-L. Le yolombo. Oui, yolombo. Le balafon. Le vrai balafon, comme on le dit, le vrai balafon. C'est le xylophone identitaire des lobbies, celui-là qui est présent à toutes les activités que le lobby organise en termes de réjouissance, mais qui est fondamental dans les rites funéraires. Sa présence dans les funérailles permet de savoir quel est le statut du défunt, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, etc., etc. Et quels sont les genres musicaux qui lui sont destinés. Ça permet de savoir que s'il n'est pas présent à tel événement, c'est que sa place n'est pas là et c'est que l'individu qui est décédé n'a pas droit à la musique de cet instrument. Et ça, c'est le yolombo qui joue là? Oui, ça, c'est le yolombo qui joue. Mais le yolombo nous joue ici une musique, j'allais dire, de réjouissance, qui a fait une sorte de fusion des différents genres musicaux lobby. Qu'on appelle ici bobo. C'est juste fait pour vraiment la réjouissance. Ce mouvement-là, il est très représentatif des lobbies. Hein. Ça exprime quoi, ce mouvement-là, cette danse-là? Disons que c'est leur esthétique en matière de danse qui met en exergue la colonne vertébrale. C'est surtout ça. C'est la colonne vertébrale qui est mise en exergue et qui permet donc de voir ces genres de mouvements. C'est leur façon de danser, voilà, d'exprimer leur art aussi en termes de chorégraphie. Voilà. Mais rassurez-vous, ce n'est pas les mêmes pas de danse. Ah bon? Voilà. Ça, on change là de rythme là. Et vous allez voir que si vous suivez le son du tambour, vous allez vous rendre compte qu'il y a un changement et vous allez voir que les danseurs vont changer de rythme. Vous allez voir tout à l'heure. Voilà. C'est très physique, hein? Mais si vous voulez essayer? Non, je ne pourrais pas essayer ici. Je ne suis pas chaussé et habillé conséquemment pour essayer ça ici. Sinon, c'est à moi que Marco demandait d'exécuter ce pas. Ah, vous, d'accord. Mais je n'ai pas suffisamment de souffle pour... Mais ici, on n'a pas besoin d'assez de souffle pour danser. C'est une question de flexibilité du corps, et d'aisance des bras et des pieds, et c'est parti. D'accord. Voilà, alors,
c'est un moment de réjouissance, là. Mais là, oui, bon, c'était à une occasion de réjouissance. Et là, il nous a joué ici un genre qu'on appelle le Gyoro, qui est un genre destiné justement destiné aux funérailles d'un défunt initié. Voilà. Mais pour la circonstance, on l'a joué ici. D'accord. Voilà. Alors, on va parler de mariage maintenant. Okay. Comment on se marie en pays Lobi? Alors, en pays Lobi, le mariage s'observe selon deux modalités. Le mariage par consentement, et puis le mariage par... le rapt. Le rapt qu'on appelle communément enlèvement. Enlèvement, c'est le rapt qui est indiqué. Donc au niveau du mariage par consentement, ça se fait selon plusieurs modalités, dont notamment la possibilité pour un père de famille de donner sa nièce. Quand je dis la nièce, ça dit la fille de sa sœur en mariage à son fils. Il y a donc des démarches. Un mariage consanguin. Un mariage consanguin. Et donc il y a des démarches à faire dans ce sens-là. Lorsque on a un fils et que la sœur a une fillette ou une fille, pour obtenir cet enfant en mariage. En fait, ce sont des familles qui se marient. C'est des familles qui se marient. Des familles qui se marient. Et cette consanguinité-là, c'est pas gênant? Mais gênant pour qui? Gênant pour qui? Pour les enfants? Je ne pense pas que ça puisse être gênant pour les enfants. Au contraire, ça permet aux enfants de se retrouver de la même famille et de se rassembler régulièrement, n'est-ce pas? D'accord, donc chez les lobbies, les cousins sont faits pour les cousines. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et le rap, comment ça se passe? Le rap est simple, hein, je crois, à décrire. Je suis un homme, je rencontre une jeune fille qui me plaît, et donc je la courtise selon les règles de l'art. Selon les règles de l'art, merci. Si elle est consentante, elle est d'accord, on va évidemment, après les échanges, se donner rendez-vous quelque part. Et logiquement, en tant qu'homme, je dois envoyer mes amis ou un ami qui ira le jour indiqué, la prendre à l'endroit indiqué et la conduire chez moi, où elle passera certainement quelques jours avant que je n'envoie des émissaires auprès de ses parents pour les informer de ce que leur fille est chez moi. Donc c'est vraiment un enlèvement. Hein? C'est pas un enlèvement, c'est un consentement aussi, puisqu'on se comprend quand même. La fille et moi, on s'est entendus, n'est-ce pas? D'accord. Mais c'est à l'insu des parents. Et c'est à l'insu des parents de la fille. Mais je prends le soin d'envoyer des émissaires plus tard vers ses parents pour leur dire que leur fille est avec moi, de ne pas s'inquiéter. D'accord. À partir de ce moment, s'ils sont d'accord, les parents, je vais dire, alors on peut aussi procéder à des démarches qu'il faut pour que le mariage puisse se réaliser. Donc elle reste chez vous? Elle reste chez moi et puis on fera tout ce qu'il y a comme démarche pour qu'on puisse payer les dots, etc., etc. Et la fille devient donc mon épouse, voilà, à vie. Ah, quand même. Vous imposez en fait. Mais c'est normal aussi qu'à un moment donné, quand on aime quelqu'un, on ne veuille pas forcément attendre que les parents se décident. Voilà, c'est une occasion. Dans les lobbies sont très pragmatiques. Ils sont très pragmatiques. Voilà, on est dans la famille, il y a la cousine qui est là, on ne va pas chercher loin, on prend la cousine. Non, là, il faut faire... il y a quand même une nuance à ce niveau. Il y a quand même une nuance à ce niveau. C'est que c'est le père qui décide de donner sa nièce à son fils. D'accord. Ce n'est pas le jeune homme qui va forcément vers la cousine. Hein. Voilà, c'est le père qui décide de donner sa nièce à son fils. Mais le rap peut se passer comme ça, c'est-à-dire le cousin qui voit une cousine là-bas qui est intéressée, il apprend, il l'emmène chez lui. Il peut arriver que ça se fasse ainsi, mais je dois dire que ça n'a pas d'intérêt en ce moment-là, puisque il suffit seulement de signifier à son père que sa nièce qui est là-bas t'intéresse pour que les démarches soient faites de façon logique. Donc on n'a pas besoin de passer ainsi pour pouvoir avoir cette fille-là. Donc on finit tout ça, le mariage, comment il se fait? Le mariage se fait. Ce que je dois vous dire, c'est que le mariage est très simple chez nous. C'est que les parents des conjoints se rencontrent et discutent des modalités, notamment de ce qu'ils sont d'accord que le mariage soit scellé. Et en ce moment-là, il y a des dots, il y a des procédures. Quand c'est un mariage qui nécessite que le jeune fasse des corvées, entre guillemets, chez ses beaux-parents pendant des années. Des années? Oui, c'est dans le cas où la fille est réservée, entre guillemets aussi, je le dis, pendant des années jusqu'à ce qu'elle soit mature avant que on ne puisse permettre au jeune homme de la voir. Et pendant ce temps, lorsque les parents ont signifié aux parents de la fille qu'ils souhaiteraient que cette fille-là devienne l'épouse de leur fils et qu'eux sont consentants, forcément, à un moment donné, lorsqu'on commence à sentir que la fille est pubère, on demande au jeune homme
d'aller travailler un peu chez les parents, au champ notamment, cultiver, aider les parents à préparer un peu leur bonheur jusqu'à ce que la fille soit mature. Et une fois que la fille est mature, les démarches officielles qui seront les dernières seront menées jusqu'à ce que la fille rejoigne son nouvel époux. Il s'agit simplement de payer quoi? De donner un mouton au niveau à la mère de la fille, et puis une génisse, c'est-à-dire une génisse au père, sinon à l'oncle de la fille. C'est ça qui constitue la dot essentielle. Professeur, on dit que le lobby ne joue pas avec son honneur et sa femme. On dit que le lobby ne joue pas avec son honneur et sa femme. Je pense que c'est tout à fait normal. Toute personne ici qui vit sur cette terre sait que de son honneur dépend sa vie. Et donc, sachant que nous sommes, que le lobby est en termes de courage, en termes de travail et en termes de fierté, vous comprenez qu'il ne peut pas se permettre de voir son honneur être bafoué. Mais cela ne veut pas dire qu'il répond au coup par coup avec des flèches. Non, c'est ce qui se dit. Parce que c'est ce qui se dit, mais c'est c'est faux. Il s'est dit que le lobby est prêt à utiliser une flèche comme par hasard, vous êtes arrivé avec... Il ne le fait pas dans les médias. Il y a quand même toujours, je pense que, des principes de vie en communauté qu'il faut respecter. Mais signifier à quelqu'un ou à un ennemi qu'il vous a offensé ne signifie pas forcément qu'il faut aller, je vais dire, en guerre. Ce n'est pas possible. Mais il y a quand même une façon d'exprimer à autrui, à celui qui vous a quand même offensé, que vous n'êtes pas content de lui. Comment ça se fait? Avec un regard? Avec en général, on envoie des gens vous signifier cela pour que ça puisse être évité dorénavant. Professeur, qu'est-ce qu'on a là? Là, on sait que c'est l'arc avec le carquois. Le carquois qui comporte des flèches empoisonnées. Normalement. Oui. Normalement. Pour rentrer ici, on n'a pas pu parce qu'il faut éviter avec les armes à l'entrée. Avec les armes à l'entrée, on ne peut pas admettre. Donc on est venu avec un carquois vide. Donc à la porte, à l'entrée de la RTI, on a enlevé les flèches empoisonnées. Dieu merci. Merci aux gars qui sont à l'entrée pour notre sécurité. Et ça, c'est? Ça, c'est le tabouret. C'est renversé? C'est renversé. Mettez ça à l'endroit, s'il vous plaît. C'est le tabouret de l'homme. Le tabouret de l'homme? Oui. L'homme a son tabouret, la femme également? Oui, l'homme a son tabouret, la femme également. Et en général, ce tabouret sert à l'homme lorsqu'il va... Ne gâtez pas notre... Lorsqu'il va aux obsèques ou à des funérailles. D'accord. En allant, il emporte avec lui son tabouret. Pour éviter que, comme ce que nous voyons ici aujourd'hui, ou quand il y a des décès qui vous y allez, il faut qu'on loue encore des bâches et des chaises. Les lobbies préfèrent aller avec eux, avec des tabourets pour s'asseoir. Ils sont très pratiques, les lobbies. Oui, ils sont très pratiques. Pragmatiques. Les femmes s'asseyent à même le sol, les jambes allongées, c'est tout. Voilà. Donc, quand il va à son tabouret, il finit, les funérailles finissent, il repart à son tabouret. Voilà. Quand même. Et qu'est-ce qu'on mange chez les lobbies? Parce que... Ce qu'on mange chez les lobbies. Une variété de mets. Qu'est-ce que je peux égrener ici? Disons que le lobby mange comme plat principal, c'est le tau. Le tau, ça peut être à base de mil, de sorgho, que de maïs. D'accord. Et ce tau est toujours accompagné de sauce. Et vous savez que nous sommes dans une zone de Sahel, donc les feuilles, on en a une variété. Et donc les sauces, la plupart des sauces que nous apprécions beaucoup sont les sauces feuilles. Les sauces feuilles de patates. De patates, de manioc. Manioc, c'est rare, c'est maintenant que le manioc est arrivé dans notre zone. Donc c'est vraiment en situation exceptionnelle qu'on mange les feuilles de manioc. Sinon, on a les feuilles de baobab. Les feuilles de baobab. Toute une variété de feuilles, en tout cas, qui se font office de médicaments aussi, pourquoi pas, à un moment donné. Le moringa, par exemple, ça se consomme aisément chez nous, entre autres. Voilà. Et en temps intermédiaire, en période intermédiaire, on a les ignames. Les ignames qui sont cultivés parce que c'est pas forcément, c'est pas la nourriture principale de lobby, l'igname. L'igname vient comme aliment de soudure. Aliment de soudure. Sinon, chez nous, on doit avoir permanemment dans notre grenier le mil et le maïs. Toute l'année, on doit avoir le mil et le maïs. Et en temps de fête aussi. En temps de fête aussi. Mais généralement, maintenant, en temps de fête, les gens partout consomment le riz. Consomment le riz pour faire un peu exception. Voilà, c'est cela. Donc, maintenant, par rapport au foutou, vous savez que les sauces varient aussi selon les condiments qu'on a dans la journée. Mais nous aimons beaucoup manger la viande.
La viande, parce qu'on en a suffisamment. On a mangé, maintenant on boit. Les volailles, etc., les bœufs, les moutons, etc. On a suffisamment de viande, en tout cas, pour que notre soit garni. Plutôt viande que poisson. Plutôt viande que poisson, parce que chez nous, vous savez, ici, vous avez les fleuves, enfin, les fleuves, la mer, vous avez beaucoup de poissons. Chez nous, on n'a que quelques affluents, quelques petits fleuves, quelques rivières, donc on n'a pas assez de poissons. Mais quand il y a l'occasion, vraiment, on mange les poissons, on consomme le poisson. Et quand on finit de manger, on boit. Quand on finit de manger, on boit, on boit le chapalo. Le chapalo. Le chapalo. Ouais, on boit le chapalo. Sinon, la boisson première, c'est bien l'eau. C'est l'eau qui est source de vie, donc c'est la boisson première. Mais chez nous, les lobbies, effectivement, les gens aiment boire beaucoup, consommer beaucoup le chapalo, qui est une bière à base de 2000. Quelquefois vers le sud ici, avec le maïs aussi. Le bon petit déjeuner lobby, c'est quoi? Parce qu'on est le bon petit déjeuner lobby, c'est se lever le matin et quand on vous chauffe vient la sauce potasse d'hier plus le thon qu'on a préparé la veille justement. Et vous mangez et vous partez. C'est ça le bon petit déjeuner. Avec de l'eau. Parce que vous prendrez l'alcool plus tard. Ce n'est pas le matin, parce que vous êtes censé aller travailler. Et, donc, et le lobby est travailleur. Le lobby est très travailleur. Très travailleur. J'allais dire que c'est l'un de ses défauts d'ailleurs. Parce qu'il travaille tellement qu'il ne se soucie pas de sa santé très souvent. Voilà. C'est ça. Parce que sans le travail, le lobby n'est rien, pratiquement. Et il y a beaucoup Toute sa journée, il la passe au champ, pratiquement. Il y a énormément de lobbies qui ont émigré vers ce qu'on appelait à l'époque la basse-côte. Oui. Et le lobby a cette particularité-là de s'intégrer facilement. Tout à fait. Là où il est. Tout à fait. Parce que le lobby aime celui qui l'adopte. Le lobby aime se donner à celui qui l'adopte. Et on le voit ici en Basse-Côte. C'est vrai qu'aujourd'hui, à des endroits de nous, on voit ce que je souffrais entre les autochtones et les allogènes, etc. Mais le lobby en général, partout où il passe, il est bien accueilli. Et quand il est bien accueilli, en tout cas, ils vont rendre la monnaie à travers son adhé au travail. Voilà. Les lobbies sont très gentils. J'ai des amis lobbies qui sont très gentils. Ils sont très gentils. Sans histoire. Sans histoire. C'est d'ailleurs ce qui nous caractérise. Voilà, c'est ce qui nous caractérise. Ils sont très généreux aussi. Ils sont très généreux. Je pense, ils sont très généreux. Mais comme on le dit, à toute chose, une limite. Et donc, il faut savoir donc prendre le lobby pour ne pas qu'il te montre justement le revers de la médaille. Il ne faut pas le déshonorer. Il ne faut pas le déshonorer. Parce que là, la réaction, faut le respecter en tant qu'individu, en tant qu'être humain, autant que tu te respectes. Et de plus en plus, vous vous ouvrez. Quel est le peuple avec qui vous avez une alliance? Une alliance? C'est tout le groupe Sénoufo. C'est pas les Malinqués? Non, les Malinqués, c'est ceux qui sont alliés, j'allais dire par analogie aux Sénoufo, qui sont nos alliés. Sinon, les Malinqués ne sont pas nos alliés. Mais comme en Côte d'Ivoire, c'est quand vous prenez les gens de Touba et autres, les Marocains et autres, ils sont alliés aux Sénoufo. Et parce qu'ils sont alliés aux Sénoufo, donc ils sont nos alliés. Vous voyez un peu. Sinon, c'est les Sénoufo qui sont nos alliés originels. D'accord, mais vous pouvez vous marier entre vous? Entre nous, c'est-à-dire? Parce que... Entre lobby et Sénoufo? Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je crois que l'histoire le dit, le démontre quelque part, les lobbies ont eu à épouser des femmes Sénoufo qui étaient, j'allais dire, leurs esclaves. Voilà, donc pas... Et ça revient. Les esclaves. Soro, féliciter, est-ce que tu nous entends? Elle doit nous entendre. Elle doit nous entendre. La réalisatrice, c'est Sénoufo. Donc. Elle doit nous entendre. Elle peut vous noisir à tout moment. C'est déjà fini là, elle ne peut plus arriver. C'est le temps d'arriver, j'ai fini. Je sais pas. C'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. C'est ça. On aime ce pays parce qu'il y a le brassage, il y a des histoires comme ça qu'on peut évoquer en riant, en souriant. Et ça, c'est une particularité de notre pays. Tout à fait. On vit ces réalités chez nous aussi, comme partout ailleurs. Voilà. Et les lobbies s'habillent en pagne tissée, comme ça, comme ce que vous avez porté? Oui, les lobbies s'habillent comme ça, parce que, initialement, comme je vous ai déjà décrit un peu l'itinéraire des lobbies pour arriver en Côte d'Ivoire ici, si le lobby n'a pas de culture de textile en tant que tel, le lobby a adopté quand même le textile d'où il est venu. Donc, depuis le Ghana, en transitant par le Burkina Faso, la Haute-Volta, on a pu adopter quand même le textile. Donc, c'est ce que nous portons. Mais le lobby est un grand sapeur. Un grand sapeur. Oui. Et pendant les cérémonies comme les mariages, comment le lobby s'habille? En général, le lobby s'habille comme je suis habillé là. Les hommes? L'exemple est là. Ou alors, ils sont en chemise, enfin complet,
complet, chemise en tissu, les tissus ordinaires et des culottes. Et si c'est des garçons ou des hommes, il y a des chaussures, en général c'est des souliers. À l'époque c'était des kabouls, et des chaussettes qui montent jusqu'au mollet, là, vous voyez un peu. C'est comme ça que le Lobby s'habillait. Aujourd'hui, on s'habille comme tout le monde. Mais les femmes. Les femmes en général, aujourd'hui, les femmes s'habillent en pagne comme tout le monde. Mais initialement, elles attachaient des coups de jupe, là, des coups de jupe, et puis une sorte de foulard pour cacher un peu la poitrine. Mais elles aiment laisser les seins à nu? Non, ça, c'est des circonstances données. C'est pas pour aller à des fêtes qu'on laisse la poitrine dehors, n'est-ce pas? C'est pas pour aller au marché qu'on laisse la poitrine dehors. Bah, encore que ça ne nous gêne pas, de les voir ici. Voilà, mais quand elles sortent, elles s'habillent normalement pour sortir. En tout cas, elles se mettent dans leurs beaux habits pour qu'on puisse les apprécier aussi. Parce que vous avez dû peut-être le constater, les lobbies, que ce soit des hommes comme femmes, en tout cas, présentent de bons attraits physiques. Les lobbies, physiques. Puis les femmes lobbies sont belles. Hein. Elles sont de type sahélien. C'est pas moi qui veux le faire dire. Voilà, si vous le dites. Elles sont bien, quoi. Ici. Moi, je comprends pas. Elles sont bien. Non, vous comprenez. Elles sont bien, les femmes lobbies. On en a vu tout à l'heure qui dansaient, tout ça. Elles sont bien. Bien physiquement. En tout cas, elles sont bien imposantes. Bien imposantes, tout ça. Puis ben, voilà. Mais c'est pas ça qui fait, je veux dire, les canons de beauté chez les lobbies, hein, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Non, parce que on a dépassé le physique, on n'est plus dans le physique. On est... Oui, allez, Soro félicité, qui est votre esclave, donc on montre... Oui, donc on n'est pas forcément dans le physique, on est dans le psychologique, on est dans le social, etc. etc. Qu'est-ce que la femme fait dans la société? Comment est-ce qu'elle se représente dans sa société? Tout ça sont les éléments qui concourent à son choix, j'allais dire, à son choix, ou à sa valorisation. Mais là, on a deux femmes de morphologie très différentes. Oui, mais nous sommes Abidjan et ce n'est pas sûr que ces filles qui dansent là soient toutes des lobbies. Ah bon? Ah d'accord, sinon... vous connaissez les lobbies Non, je connais la troupe, donc je sais que dans cette troupe-là, il y a des gens qui ne sont pas lobbies. D'accord. Mais j'ai un chorégraphe qui est lobby, donc qui les forme et qui a dansé excellemment comme les lobbies. Alors, quels sont les grands artistes, les grands chanteurs lobby? Ça, c'est une colle. Hein. C'est une colle. Mais on dirait que je vais prendre d'abord les artistes chanteurs traditionnels. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Celui qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Ghana, et qui est décédé il y a quelques trentaines d'années maintenant, c'est bien Palais Nani, qui est un xylophoniste. Palais Nani. Oui, Palais Nani, qui est un xylophoniste, auteur, compositeur, poète, chanteur. Avec le balafon, tout ça. Avec le balafon. Il joue du balafon, il chante et s'accompagne lui-même. Et donc, celui-là, de par les textes et de par sa virtuosité, considéré aujourd'hui par les lobbies comme vraiment leur icône en matière de musique. Au-delà de lui, après lui, il y a des gens comme les Kokar Palais, il y a les Difir et Tigir en Côte d'Ivoire ici, etc. etc. Voilà, ce sont vraiment nos grands balafonies et chanteurs en même temps. Malheureusement, ils ne sont plus. La plupart, ils ne sont plus. Aujourd'hui, il est des questions de se battre pour avoir la relève, quoi. Mais ce n'est pas facile. Qui est là en ce moment, les jeunes? Les jeunes, au niveau des musiciens traditionnels, surtout des tapeurs de balafon, c'est difficile d'en citer. C'est difficile d'en citer, parce que derrière cet instrument, il y a tout un ensemble de mythes. Les jeunes aujourd'hui, avec le modernisme, ont tendance à vouloir fuir ces réalités-là. Et du coup, la partie de cet instrument commence à disparaître un peu. Quelques lobbies célèbres? Célèbres dans tous les secteurs d'activité? Dans tous les secteurs d'activité. Politiques, on les connaît un peu en Côte d'Ivoire ici. Palais du Matin, je citerai. Oui. Jean Cambiré, paix à son âme, je citerai. Est-ce que je dois dire que par l'info est politique ou bien militaire? Si, les célèbres. Je pense. Il y en a qui sont dans d'autres partis, etc. Mais prenons d'autres activités telles que le port, le DJ du port, c'est un lobby.
On a le ministre Sazan Kambili qui est là, n'est-ce pas? Je pense que ce poste fait de lui un homme célèbre dans la communauté lobby. Voilà, donc voilà, c'est quelques exemples. Ce qu'on peut citer pour le moment comme faisant partie des lobbies célèbres. On a Insié aussi. Lequel Insié? Celui qui est là sur ce plateau. Moi, je ne suis qu'une modeste personne. Quand même, professeur à l'université, on est des gens créés en main, donc vous comprenez que ce n'est pas ça qui fait la célébrité. Est-ce qu'il y a des événements annuels qui réunissent tous les lobbies? Oui, il y a des événements annuels qui réunissent tous les lobbies. Hier, j'étais en contact avec quelqu'un qui me disait qu'il venait d'un Beaubourg. Beaubourg, c'est un rite initiatique où on prépare et forme les devins. Voilà, qui est la partie, j'allais dire, finale de l'initiation au culte des devins qu'on appelle le bourg. D'accord. Voilà, le bourg. Donc il y a ça qui rassemble les gens. Il y a les derniers funérailles qu'on appelle le Beaubourg justement, qui rassemble la plupart des villages environnants qui viennent témoigner, j'allais dire, leur reconnaissance aux défunts et puis aussi leur amitié à la famille éplorée pour dire, j'allais dire, le revoir final aux défunts et l'accompagner pour toujours. Donc ça, c'est une occasion de rassemblement. Et il y a aussi les grands jours de marché que nous considérons comme les fêtes chez nous parce que quand il y a un marché, le jour du marché arrive parce que c'est des marchés qui se font chaque 5 jours. Et donc, quand le marché d'un village arrive, les villages environnants se retrouvent tous ce jour-là dans ce village. Et très souvent, c'est de midi jusqu'à minuit que le marché a lieu. Vous comprenez plus. Donc, on profite pour échanger, et même pour organiser des cérémonies de danse, etc. etc. Ce genre de choses-là, entre autres. Merci beaucoup à vous, professeur Insié. Vous êtes maître de conférence à l'université de Cocody. C'est un plaisir d'échanger avec vous sur la culture lobby, les us et coutumes du peuple lobby, ce vaillant peuple-là qu'on a appris à connaître davantage avec vous. Transmettez. Donc, comment on dit merci en lobby? Merci. Nahena Fori. Nessi, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Nahena Fori. Ouais. C'est ça? Ah bah voilà. Avec l'accent baoulé, oui, ça le fait aussi. Ok, Anifori. Merci Moi, beaucoup. je dis Anifori. Je vous retourne le merci. Ah, d'accord. Ah, Jean, je vous en prie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et puis on salue tous les lobbies qui nous regardent ce matin. Dieu sait qu'ils sont nombreux à suivre RTI1. Voilà. C'est quel est le jour de votre passage en langue nationale à la nouvelle du pays? C'est quel jour? Je crois que c'est samedi. Samedi? Et mercredi, je crois. Mercredi ou mardi. En tout cas, la radio. Vous parlez de la radio, hein, samedi? La radio. Mais ici, c'est quoi? Ça doit être mercredi ou mardi. Mercredi ou mardi. Merci beaucoup, professeur. C'est moi. Et vive la culture lobby. Merci bien. La suite, Nessi. La suite, Marco, vous avez parlé de la culture lobby qui doit vivre, mais également la littérature, elle doit vivre. Et cela se fera à travers le Salon du Livre. Quel est l'impact véritablement de cet événement? On en parle avec notre invité qui est très bien installé. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Avant de commencer l'échange avec vous, on va suivre cet élément. À en croire une étude récente de l'Université de Liverpool, les lecteurs réguliers souffrent moins souvent de stress et de déprime que les gens qui lisent rarement ou jamais. Ainsi, la lecture devient un moyen d'évasion, de découverte, mais surtout d'enrichissement du vocabulaire et de la grammaire. Pour moi, un livre, c'est la racine du savoir. Il nous permet de nous instruire, de mieux améliorer nos vocabulaires à travers nos camarades. J'achète souvent les livres éducatifs car cela m'instruit pour la vie en société. Les livres légendaires aussi car cela nous ramène à notre source. Moi j'ai lu plusieurs romans, Camara Nangala, Le Cahier Noir, Le Retour de l'enfant soldat. Donc moi, ce roman m'apporte du savoir, du respect, la connaissance. Lire est un plaisir pour certaines personnes. Mais il y a des occasions où lire est une obligation. Ce libraire en sait quelque chose. En fait, il y a des élèves qui viennent acheter les livres, soit les romans, parce que c'est demandé à l'école. Les livres qui sont beaucoup achetés ici, c'est les livres scolaires. Ça concerne les élèves de la maternelle jusqu'aux élèves de la terminale, puis un peu ceux du supérieur. Donc, ce sont ces livres-là qui sont beaucoup achetés ici. Nous avons les livres concernant l'histoire. Il y a les livres aussi sur la philosophie, nous vendons aussi les livres sur la médecine, l'histoire et puis surtout il y a la culture générale. Avoir le goût de la lecture, un festival toujours évident vu les contraintes scolaires.
Alors, de plus en plus, les livres choisis sont spécialement ceux qui cadrent avec leur activité. En fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent acheter des livres à nous. Il y a des personnalités, des avocats, des juges, des médecins qui viennent acheter des documents à nous aussi. Et ça se passe bien. Bon, moi je suis un étudiant en lettres modernes. Je suis ce matin venu acheter une œuvre qui parle des auteurs négro-africains. Voilà, ça pourrait vraiment m'aider beaucoup dans mes études, j'en ai besoin. En tant qu'étudiant, j'ai besoin beaucoup de lire. Voilà, donc la lecture vraiment me permet beaucoup de me cultiver et puis aussi d'exceller dans mes études. Nous avons fait un constat aujourd'hui, vraiment, nous avons vu que les jeunes ne lisent plus beaucoup à cause de l'Internet. Mais nous les conseillons que l'Internet ne prend pas tout en compte ces livres-là. Donc de venir ici, avoir les bons ouvrages, les lire. Donc l'Internet ne doit pas être un frein à la lecture. Aujourd'hui, beaucoup sont focalisés sur l'Internet, alors que la lecture, c'est immortel. Ce qui m'a poussé à aimer la lecture, c'est que mon père m'a dit, les grands secrets de ce monde se trouvent dans les livres. Le livre, vecteur des identités culturelles, thème de la 10e édition de la lecture. Et malgré cela, le nombre des amoureux du livre reste mitigé en Côte d'Ivoire. Alors, un salon du livre aura-t-il un réel impact sur les indécis de l'évasion livresque? Depuis avril 2016, il préside aux destinées donc de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Lui, c'est M. Eti Maker, donc, qui nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau. Est-ce que les Ivoiriens lisent toujours? Enfin, est-ce que les Ivoiriens lisent tout simplement? Bien, les Ivoiriens lisent. C'est la quantité du lecteur qui pose problème. Les enseignants, les éducateurs, nous sommes unanimes pour dire que les Ivoiriens ne lisent pas assez. Mais dire que les Ivoiriens ne lisent pas du tout, ce n'est pas possible. Ils lisent. Vous avez le taux de fréquentation de la Bibliothèque nationale, par exemple? Non, on n'a pas un chiffre. Je ne pense pas que le chiffre existe. Et la Bibliothèque nationale ne suffit pas. Il y a plusieurs bibliothèques et dans les établissements, dans les universités, à l'intérieur. Mais est-ce qu'on a le nombre de livres achetés chaque mois, chaque année, chaque semaine? Bon, je pense que ces chiffres relèvent du ministère de la Culture et notamment de la direction du livre et de la lecture. C'est pour ça qu'on attendait ici Ange Félix Ndagui, président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, qui aurait pu peut-être nous donner ces informations-là. Il est le commissaire général du SILA. Oui. Malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Alors, quel est l'impact du SILA aujourd'hui, selon vous, en tant que président de l'Association des écrivains? Le SILA, c'est le plus grand événement du monde du livre dans l'année. C'est une vitrine qui permet de voir ce que le livre représente dans la vie des Ivoiriens. C'est un lieu de rendez-vous entre les lecteurs et les écrivains, entre les écrivains et les éditeurs. C'est là où tous les acteurs de la chaîne du livre se retrouvent. Et vous avez senti ce manque-là, c'est pour ça que vous avez initié un tel événement? Ce n'est pas la première fois, nous sommes au 10e siècle. Bien sûr, bien sûr. Je pense que tous les pays du livre organisent un salon. C'est véritablement important. Il y a eu une pause à cause de la crise sociopolitique et on a repris les activités. Il faut organiser aussi pour organiser, il faut organiser avec des objectifs précis. C'est ce que vous faites avec des résultats tangibles. Depuis 10 ans que ça existe, est-ce qu'on peut se faire un petit bilan, Président? Oui, le nombre de visiteurs chaque année augmente. L'année passée a été, j'allais dire, le meilleur SILA. Bon, cette année, comme on n'a pas encore terminé, nous venons de faire 2 jours, le 16 et le 17 mai. Donc à la fin, on va comprendre avec les chiffres que nous aurons si le SILA a avancé ou pas. Ce que nous notons que chaque année, le nombre de visiteurs grimpe. Alors, quelle est votre cible? La cible principale, c'est la population scolaire et universitaire. Ça, c'est sûr. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Nous pensons que si la graine de la lecture est semée sur les plus petits, au fil du temps, le nombre de lecteurs va augmenter. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va en tirer profit. Est-ce que la direction du livre et vous mettez en commun pour définir la politique générale du livre, de la lecture dans notre pays? Oui, non, c'est la direction qui a pour rôle de définir la politique générale. Mais est-ce qu'elle vous consulte en tant qu'association? Non, 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 elle ne nous consulte pas. C'est normal? Et bon, c'est pas normal, mais je pense aussi que la direction elle-même a des problèmes dus peut-être à un certain nombre de paramètres, notamment financiers, qui lui permettraient de déployer tout ce qu'elle voudrait faire. Ce n'est pas facile. C'est quelque chose qui rentre de façon globale. C'est la place même de la culture
voilà, dans le pays qui pose problème. Alors, cette année, le thème choisi, c'est le livre vecteur des identités culturelles. Oui, Pourquoi ce choix? Chaque année, nous choisissons un livre. L'année passée, c'était le livre Nation. Cette année, c'est le livre vecteur. L'année passée, c'était la place du livre au sein de la famille. Voilà. Cette année, le livre vecteur des identités culturelles. Et l'année prochaine, on va changer aussi. On va trouver notre thème. Mais ce thème est très important parce que le livre est le lieu. Et le lieu est le creuset où se déploie l'identité. Et donc, en lisant, en partageant le livre, nous partageons cette identité-là. Et parallèlement à l'exposition des livres, il y a des panels pendant le SILA. Et pendant ces panels, nous invitons des universitaires, de grands écrivains. Et pendant les échanges, effectivement, sur le thème, on se rend compte effectivement que c'est le meilleur moyen pour faire circuler nos valeurs culturelles. Avec l'avènement, enfin, pas dire, avec la présence d'Internet, c'est son corollaire, comment le livre arrive à se recréer et garder toujours ce contact-là magique? Oui, le livre est obligé de s'adapter au contexte moderne. Il y a le livre électronique. Il y a des livres qu'on peut télécharger. Mais ce qui est sur l'Internet ne fait pas augmenter le nombre de lecteurs. Parce que ce sont les véritables lecteurs qui lisent, que le livre soit en papier ou sous forme électronique. Et puis, il n'est pas facile de lire le livre sous forme électronique. Vous, en tant qu'écrivain, c'est facile pour vous de dire que le livre sous forme électronique peut être utilisé, mais les éditeurs, eux, ça tue leur travail. Oui, mais ils sont obligés de s'adapter parce que ce sont les mêmes éditeurs qui sont obligés de mettre en ligne les livres électroniques. Ce sont les mêmes éditeurs. Alors, on va profiter de l'occasion. Ce n'est pas toujours qu'on a la chance d'avoir le président de l'Association des écrivains. Quels sont les problèmes des écrivains ivoiriens? Le premier problème, bon, je ne vais pas les classer, mais je les cite. Il y a d'abord le problème du piratage. C'est vraiment un grand problème. Il y a une sorte de mafia dans ce pays qui reproduit les livres, qui vend les livres à moindre coût, des livres de mauvaise qualité, des livres photocopiés. Vous avez les preuves, qu'est-ce qui vous fait affirmer ça? Oui, mais bien sûr, on voit les livres exposés un peu partout, à Djamé, à Treichville, dans les rues. Seulement, on n'a pas les moyens pour les arrêter. Parce que vous allez vous faire tabasser dans la rue et puis c'est tout. Si, vous avez les moyens, vous avez un ministère de tutelle qui peut agir. C'est son rôle. Il y a une direction du livre. C'est plutôt la police et la gendarmerie. C'est des lois, c'est l'application des lois qui pose problème. Sinon, il est interdit de pirater les œuvres de l'esprit. La loi existe. Mais c'est la mise en application. Même le ministre ou bien le ministère ne peut pas descendre à Djamé. Pour saisir, il faut une force légale de la police. Ils peuvent user de leur poids. Il faut porter plainte aussi. Voilà, il peut porter plainte. Non, il y a des éditeurs mais qui portent plainte. Il y a eu des cas. Il y a eu déjà des cas. Mais souvent, on en sort totalement désillusionné. Parce que lorsque le patron des pirates a arrêté, 3 mois après, on le voit dans les rues et il continue ses activités. Est-ce que ça paye d'être écrivain en 2018 en Côte d'Ivoire? Ça paye en termes d'argent? Globalement, en termes d'argent, reconnaissance, réseau, tout ça? Reconnaissance, réseau, évidemment, oui. Ça paye. L'écriture, c'est le prestige. C'est le prestige. Mais financièrement, il faut le reconnaître. Pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique. La plume ne nourrit pas son nom. C'est qui le nouveau Bernard Dadier? C'est qui le nouveau Bernard Dadier? Le nouveau Bernard Dadier, c'est notre grand et premier écrivain. Donc le nouveau, ce n'est même pas nous. Parce qu'après lui, il y a notre génération. Il y a encore notre ministre Bandambouriste. Il y a Tibus Kofi, il y a Finance qu'on a. Ceux-là, mais on ne peut pas désigner une seule personne comme étant notre Bernard Dadier. Bernard Dadier, c'est le carrefour de plusieurs qualités. La longévité. C'est le masque tutélaire, c'est la figure la longévité, il a écrit dans tous les genres, le théâtre, le roman, la poésie, etc. Vous pensez qu'il est fier en ce moment du niveau des écrivains en Côte d'Ivoire, selon vous? Oui, je pense qu'il est fier. Et nous, on pense que quand même, il y a les prix littéraires africains qui permettent de jauger régulièrement la Côte d'Ivoire monte au sommet. Il y a eu Venance Kona, il y a eu Tanila Boni. Même cette année, José Guebo, l'ex-président, a été en finale du Grand Prix de l'Afrique noire. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour être écrivain en Côte d'Ivoire? Quand on sait écrire, on a de bonnes idées, on peut devenir écrivain? Il y a des prédispositions particulières. Oui, il faut avoir des prédispositions, il faut avoir un don. L'écriture, c'est une question de don et d'inspiration. Rien à voir avec le niveau scolaire, le niveau universitaire, rien à voir. Si vous n'avez pas ce don, c'est difficile. Maintenant, il y a des ateliers d'écriture où on va pour améliorer des techniques d'écriture. D'accord, des techniques aussi de communication, on en a, et la pub en fait partie. La pub, on se retrouve juste après.
Bonsoir les enfants. Bonsoir, papa. Alors, comment s'est passée la journée? Elle était comme ça. Colacao, une délicieuse boisson au cacao qui apporte de l'énergie pour toute la journée. Colacao, chocolat instantané, énergie toute la journée. Et maintenant, nouveau format, sachet individuel. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur avec Monsieur Eti Maker, qui est président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Marco. Oui, alors la dernière ligne droite de cette émission, c'est avec vous. Alors, est-ce que l'écrivain ivoirien est toujours ce vivier inépuisable de production? On a combien de productions par écrivain en moyenne? Bon, nous sommes. Est-ce que vous êtes toujours aussi fécond que vos devanciers? Nous sommes environ 600 écrivains. Wow. Ouais. Je compare au Sénégal où il y a environ 400 écrivains. Je pense que c'est un chiffre quand même important. Maintenant, en Côte d'Ivoire, le flux de livres produits est tellement important. Est tellement important que parfois on a du mal même de faire les statistiques. Parce que presque chaque mois, il y a un livre qui est produit. On a environ 50 éditeurs. Plus de 50 éditeurs, c'est sûr. Justement, parlons des éditeurs avant que l'émission finisse. Qu'est-ce que vous reprochez aux éditeurs, concrètement? Mais la question pouvait être qu'est-ce que nous aimons chez les éditeurs? Non, mais là, on va arriver là. Le grand problème, c'est le problème des droits d'auteur. Voilà. Parce qu'après la vente... La clé de répartition. Voilà, à un moment donné, on s'arrête pour dire nous avons vendu tel nombre de livres, l'écrivain a 10%, comme chez les musiciens. Voilà, l'écrivain n'a que 10% de vente. Vous souhaitez combien, si vous dites que? Ouais, c'est 10%, mais c'est lui qui écrit. On aurait même 15, 20, pourquoi pas. Mais nous comprenons aussi. Maintenant, le problème pendant la répartition, c'est le piratage. Parce que là, vous dites, mais moi, Eti Maker, j'ai mon livre au programme en terminale. Je ne comprends pas qu'à la fin de l'année, on puisse me parler de seulement 1000 livres vendus. L'éditeur peut vous répondre, mais c'est Eti. Mais tous les livres que les achètent sont des livres piratés. Donc, dès que vous entendez une telle phrase, il est difficile pour vous de vous défendre, de compter quels sont les livres. Il y a combien de livres piratés, les élèves ont acheté, combien de livres non piratés ont acheté, qu'est-ce qui est original, qu'est-ce qui est pirate. C'est tellement compliqué que je peux dire que l'éditeur aussi peut profiter pour avancer un chiffre. Et puis, il est difficile pour l'écrivain de compter, d'avoir exactement le nombre de livres produits. Sur papier, il est écrit, nous avons produit 5000 livres. Mais vous n'avez pas les moyens d'aller dans les magasins, dans les librairies, etc. pour compter le nombre de livres. Donc, voici un grand problème. Et vous aviez parlé d'atelier d'écriture. Oui. Est-ce que ça se fait aussi là? Aussi là, le samedi, on a un atelier d'écriture. Comment écrire une nouvelle? Voilà, c'est ouvert aux jeunes, aux étudiants. Les écrivains confirmés aussi peuvent y venir sans problème. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, pour l'atelier, cette année, c'est seulement celui-ci, l'atelier. Mais chaque jour, il y a au moins 2 panels. Où nous invitons les gens, les écrivains, les universitaires, et il y a un débat. Et les 2 jours, franchement, les amphis, les salles étaient remplies archi comme par rapport à l'année passée. Donc, ce qui déjà dénote de l'intérêt que la population manifeste pour les panels. Au niveau de l'écriture, les femmes s'affichent de plus en plus. Oui. Elles sont d'une activité débordante, elles sont très dynamiques. Exactement. Et ça donne une connotation particulière. Exactement. Il n'y a pas longtemps, le directeur du livre disait que, selon les chiffres qu'il a, les femmes sont en train même, en nombre, en train de dépasser les hommes. Alors qu'elles sont venues largement en retard en écriture. Ça fait du bien, ça fait du bien. Oui, évidemment. Hein, la société, c'est l'homme et la femme. Pendant longtemps, au temps de Babé, il n'y avait pas de femmes jusqu'à dans les années 70. Et dès que les femmes sont venues, elles ont commencé à nous dépasser. Seulement, on aimerait que, en plus du thème qu'elles aiment, c'est-à-dire la femme, qu'elles abordent d'autres thèmes, la politique, les faits sociaux, elles le font, mais il faut que le nombre augmente aussi. C'est pas étonnant, surtout que les femmes ont beaucoup de choses à dire. Beaucoup. C'est l'ambassadrice des femmes sur ce plateau. Oui, et c'est normal. Merci beaucoup à vous, Président Eti Maker. Bonne chance, bon courage. Et on espère que les autorités compétentes prendront en charge la lutte contre la piraterie, parce que ça fait beaucoup de mal à nos têtes pensantes. Vraiment, parce que vous, en tant qu'écrivain, vous nous faites rêver, vous nous faites vivre. Vous nous permettez d'avoir... Les livres aussi sont aussi des médicaments. Et il n'est pas question que ceux qui nous font tant rêver, tant penser, puissent vivre dans des conditions difficiles. Allez, bonne journée. Lisez un livre au moins ce week-end et puis passez un très bon week-end. Faites un tour aussi là, Marco. Faites un tour aussi là. Ciao, ciao.